parti. Bonjour à tous. J'ai eu envie de parler d'un sujet un peu casse-figure, un peu casse-gueule, et qui pourrait même, avoir l'air franchement tarte à la crème si en fait, il n'y avait pas autant, d'impact, d'implication, de conséquences. Ce sujet, c'est la gentillesse, la bienveillance, la gentillesse au travail. Et la première des choses qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la bienveillance, en fait, c'est pas synonyme de faiblesse. C'est pas parce qu'on est gentil et bienveillant qu'on est faible, bien au contraire. Respecter, écouter, prendre en considération et souligner, ce qui est bien, améliorer, communiquer, voilà, tout ça, ce sont les maîtres mots d'un management, bienveillant. Et la mise en place de ces concepts, bien, c'est pas franchement un luxe parce que l'absentéisme coûte très cher, en termes économiques, en termes personnels aussi bien sûr, mais la seule réponse que l'on a trouvée à cet absentéisme, c'est la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail à tel point que, la journée de la gentillesse a été inventée. Oui, oui, la journée de la gentillesse, ça a lieu, normalement le 3 novembre. Personne évidemment ne sait qu'elle existe. En tout cas, je vous mets au défi, de demander à votre collègue, de bureau, à vos collègues s'ils savent, quand a lieu la journée de la gentillesse. Attention, ils pourraient peut-être mal le prendre. Hem, mais mettez-y les formes. Voilà, donc la qualité de vie au travail, c'est, la seule alternative pour que les gens, se sentent bien et puis, aillent au travail, tout simplement, heu, en étant, bien dans leurs baskets. La bienveillance au travail, c'est un sujet que l'on travaille justement depuis, longtemps au Syndicat national des territoriaux. Et il y a plusieurs années, Dominique Zog, notre président, nous avait dit et d'autres syndicalistes évidemment, auraient pu, le dire, d'autres psychologues, d'autres coachs, dirigeants, managers ou tout simplement salariés. Voilà ce qu'ils auraient pu, nous dire et que vous avez probablement déjà pensé. La gouvernance par la terreur ne peut fonctionner qu'un temps et il a vraiment, raison en disant ça. Ouais, le chef a raison. Parce qu'en fait, une directive, cinglante, un ordre donné avec un ton péremptoire, acariâtre, voilà, ça va nous faire obéir, peut-être ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, si on obéit, c'est, parce que, on y est obligé, par peur, peur primitive, du prédateur. Vous savez, c'est, notre cerveau reptilien qui réagit là. Et voilà, donc on rentre dans une stratégie de survie, on cède immédiatement à l'ordre, à la demande impérative. Mais une fois qu'on a refermé l'ordinateur, une fois qu'on est rentré chez soi, qu'est-ce qui reste en fait de ce travail accompli? Quelle satisfaction? Quel épanouissement personnel? Aucun en fait, hein, les petits chefs, qui fonctionnent comme ça à coups d'objectifs inatteignables, de pression démesurée, voilà, ça ne fait qu'épuiser moralement, physiquement aussi, les équipes. Et les jeunes générations, tout particulièrement aujourd'hui, aspirent à davantage de bien-être au travail et nous, on pense que c'est vraiment une chance. Y compris pour la productivité de nos services et au service donc de la collectivité, dans son sens large. Hem, on n'est pas les seuls à le penser puisque, les formations en intelligence relationnelle fleurissent ici et là, les formations en management bienveillant aussi, hein, et et les divers, accompagnements des managers au travers des formations et autres, colloques, voilà, dans les collectivités, sont, d'excellentes initiatives, en vue de plus de bienveillance au travail. Nous, on s'est inspiré d'un appel, d'un manifeste,
un appel à plus de bienveillance au travail qui a été, lancé par la revue Psychologie, que l'on connaît bien, et qui avait été signé par, plus de 300 entreprises. Et cet appel de bienveillance, pour plus de bienveillance au travail proposait des pistes constructives, que j'ai eu envie de répercuter ici. Ce manifeste, il se divisait en 3 grands blocs. Le premier, donner plus de sens au travail, donner du sens au travail de chacun. Le deuxième axe, c'était, développer la qualité des relations et le mieux vivre ensemble. Et enfin, le troisième point est plus, microscopique, par opposition aux 2 autres qui sont plus larges, hein, plus macro. Le troisième point, c'est veiller au bien-être des individus. Donc, sans surprise, je vais, prendre, chaque étape et les détailler. Le premier, donner plus de sens au travail. Donner du sens au travail. J'y tiens, hein, plus de sens. Oui, à supposer que notre travail ait du sens, on va lui en donner davantage. Notre travail, il a du sens en tant que fonctionnaire ou agent, des collectivités, établissements publics, ou entreprise chargée d'une mission de service public. Bien évidemment que ça a du sens parce que, quand on exerce, un service public, on est au service du public, on porte l'intérêt, général, on porte des valeurs fortes. Mais au quotidien, donner du sens, ça passe par une définition claire, une définition précise des missions de chacun, en fonction de ses capacités et en tenant compte, au mieux de ses aspirations. En gros, ça signifie donner des objectifs atteignables, en temps et en moyens, des objectifs précis, réalistes, réalisables, et surtout des objectifs qui peuvent être régulièrement évalués et remis à jour. Le deuxième axe, le deuxième point de ce sens au travail que l'on peut, donner à chacun, c'est la valorisation. Reconnaître, le travail qui a été réalisé. Ça veut dire remercier, dire merci, hein. C'est parfois un gros mot pour certains qui ont du mal, à le dire, ça écorche la bouche, hein, de certains chefs. De dire merci, oui, encourager, valoriser aussi bien la performance collective que la performance individuelle. Voilà, la performance individuelle, et l'équipe, la coopération, tout ça, ça peut être, valorisé, dire merci, c'est important. La reconnaissance, c'est un des axes majeurs du sens, qui peut être donné ou redonné au travail de chacun. Et puis, donner du sens au travail, c'est aussi dire ce qui ne va pas. Affirmer des exigences de qualité, demander, un certain niveau d'exigence, savoir parler clairement de ce qui ne va pas, c'est aussi être dans la bienveillance, hem, voilà, donner, du sens au travail de chacun. Parce que si au final on accepte toutes les erreurs, toutes les bêtises, toutes les médiocrités, ben, ça n'a plus de sens. Hem, Au-delà de ça, bien entendu, il faut refuser, les pratiques de management néfastes, on imagine bien, ce que c'est, hein, les objectifs inatteignables, les instructions paradoxales, c'est-à-dire les ordres, les contre-ordres, le management par le stress, quand tout est urgent, vite, 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 voilà, c'était pour hier et cetera. Hem Et puis on peut aussi faire du service où l'on travaille un lieu d'apprentissage et de progression personnelle, avec, des missions qui peuvent évoluer, éventuellement une mobilité, des formations bien entendu sur le plan technique, aussi pour, le développement personnel de chacun. Et pour cela, une véritable GPEC, une GPEC, une gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois pardon et des, compétences, est, indispensable. Et donc il faut une réflexion un peu globale, de, ce que la collectivité, de ce à quoi la collectivité aspire pour, mettre en place cette gestion prévisionnelle.
Et enfin, et non des moindres, dans une vision plus macro encore, plus macroscopique, heu, le sens, que l'on peut donner au travail passe par, l'inscription de ce travail de chacun dans un développement durable, hein. Durable, au sens, du développement qui englobe l'aspect social, économique, et écologique, bien sûr, en ajustant au mieux l'impact de l'activité, sur, heu, notre environnement au sens large, hein, notre environnement, de travail, familial, personnel, environnemental, et sur notre vie locale. C'est aussi pour ça que, les marchés publics, bien sûr, doivent mentionner les clauses sociales et solidaires, mais, la réflexion, elle se fait, heu, par chacun, dans les collectivités, établissements publics, dans les entreprises publiques et privées, pour mettre en œuvre, cet, objectif de développement durable. Le développement, durable, il vise aussi la qualité des relations et le mieux vivre ensemble. C'est le deuxième grand pan de cette réflexion. Être, être, bien, dans l'équipe, et mieux vivre ensemble. On ne peut qu'inciter à ce propos les managers, les dirigeants, les chefs si vous voulez, à se former à ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle. Et le cas échéant, éventuellement, à faire un travail de développement personnel, mais bon, ça c'est plus délicat, hein. L'idée, en fait, c'est qu'ils soient au clair avec, leurs difficultés et puis leurs atouts aussi, bien sûr, pour, mieux prendre en compte, leurs problématiques et ce avec quoi ils vont pouvoir, jouer pour, développer au mieux, leur équipe, et permettre à chacun dans l'équipe de donner, le meilleur de soi-même. L'idée aussi, c'est de prendre en compte les émotions dans, le management parce qu'il n'y a pas que les objectifs, chiffrés et froids, il y a aussi, tout ce qui va avec, l'affect et c'est bien évidemment, crucial de prendre en compte, les émotions. Dans cette catégorie, du développement de la qualité des relations, on va retrouver bien entendu le dialogue. Le dialogue qui doit être authentique et clair dans l'entreprise. En fait, chacun doit pouvoir s'exprimer, et être entendu et il faudra que chacun puisse dire ce qu'il fait et aussi qu'il fasse ce qu'il dit. C'est essentiel d'avoir, ce dialogue. Le 3e point, c'est, la confiance. La confiance, c'est faire confiance et le corollaire, responsabiliser, les agents, les collaborateurs sur, leurs objectifs, mais aussi les moyens, à mettre en œuvre, la gestion, du temps, savoir, leur déléguer. Et faire confiance, ça veut dire aussi éviter le reporting abusif. On peut pas, dire, «Faites ceci, à votre goût» et puis, demander en permanence, du reporting, voilà, qui est bien entendu contre-productif. L'idée, dans cette confiance, qui est donnée, c'est aussi la valorisation de la créativité. Quand on est créatif, qu'on a cette liberté de créativité, on a aussi le droit à l'erreur et mieux vivre ensemble, c'est aussi reconnaître le droit à l'erreur. Parce que, si on n'a pas le droit de se tromper, on va pas prendre d'initiative, en fait. Voilà pour, ce qui est de la créativité, et ça me fait penser il y a des entreprises qui, prennent un temps collectif, régulier où, on demande aux agents, simplement, de rien faire en particulier, juste d'être ensemble et pendant ces temps-là émergent des idées, créatives, qui, vont être des avancées majeures en fait,
pour l'activité du service. Voilà, prendre le temps, d'être créatif, tout simplement. Je souris, ouais, c'est vraiment, comment dire? Le temps qui nous manque pour, arriver à ce type de pratique, prendre le temps, voilà, s'obliger à prendre le temps. J'ai une collègue syndicaliste qui un jour, me montre son agenda et il y avait écrit, TPS dans son agenda, c'était temps pour soi. Mais en fait, il faudrait aussi des temps pour, l'équipe, des TPE, voilà. Et justement, il faut aussi dans cette, bienveillance au travail, cultiver, l'esprit d'équipe. Cultiver l'esprit d'équipe, c'est pas juste, faire, des escape games ou des trucs comme ça, hein, qui sont très à la mode. L'esprit d'équipe, c'est l'entraide. Bien sûr, c'est la convivialité, bon aller au resto, on peut plus trop en ce moment, mais, hem, la création de liens, de liens, pour, savoir que l'autre peut nous aider. Ça aussi, c'est valorisant, ça aussi, ça donne du sens et ça aussi, ça améliore, le mieux vivre ensemble. Et l'idée de manière générale, c'est de traiter ses collègues, ses partenaires, ses subordonnés ou ses chefs, mais aussi les partenaires extérieurs et les usagers, hem, avec le même respect, les traiter tous avec le même respect, le même engagement et la même bienveillance. On arrive maintenant au troisième volet qui est, celui de veiller au bien-être des individus. Mettre en œuvre une politique de bien-être au travail, ça se traduit en actions, concrètes. Alors très concrètement, dans, mon monde des bisounours, eh bien, il y a aussi des, réorganisations, des restructurations et l'idée en fait, c'est de prévoir l'impact sur, le bien-être des collaborateurs de ces réorganisations et de prévoir le surcroît de travail que ça va engendrer. Heu, donc l'impact sur le bien-être, eh bien, c'est clairement le stress que ça va engendrer. Je lisais il y a pas longtemps que, les employés de Sanofi, les chercheurs avaient été très impactés par, les déménagements incessants et cetera. Tout ça, c'est pas à prendre, à la légère, hein. Ça a de vrais impacts, hein. Le deuxième point, c'est, favoriser l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Hem, de façon concrète, heu, on est tous, soumis à des exigences, personnelles. Il y a des gens qui arrivent à un âge où ils ont des parents âgés, des enfants, parfois en difficulté, qui ont eux-mêmes des enfants, donc ils sont à la fois, enfants de personnes, en très âgées, et presque, dépendantes ou carrément dépendantes. Ils ont, les enfants à aider, les petits-enfants à garder, voilà. Donc vie privée et vie pro, sont parfois, difficilement conciliables et très concrètement, l'idée, c'est de permettre une flexibilité des horaires. Bon, le télétravail, ça fait très longtemps qu'on en parle à la CFE-CGC et au SNT. On l'a, nous, depuis longtemps demandé, anticipé, réfléchi, voilà, on y voit beaucoup d'avantages. Alors, quand il est pas préparé, quand il est pas encadré, bah, il y a des inconvénients. Hem, voilà, mais ça reste un outil, vraiment très intéressant. L'idée, de la conciliation vie privée, vie pro, bien, c'est de prendre en considération le fait que l'autre, va être impacté par, son environnement qui n'est pas que l'environnement de travail. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Donc on évite, les réunions hors temps de travail, on évite les appels ou les envois de mails hors temps de travail, sauf si ça nous fait plaisir bien sûr, mais d'en recevoir. Mais on évite de les envoyer en tout cas parce que, bah, ça met une pression un peu, inutile en fait et la déconnexion, elle se fait jamais si on est, toujours sollicité.
Alors il y a des passionnés, hein, comme, les syndicalistes que nous sommes, ça nous arrive d'échanger, jusque tard, dans la soirée, ou très tôt le matin, sur des thématiques qui nous sont chères, mais bon, nous on est un peu zinzin, on est un peu à part. Voilà, la parenthèse est close. Le quatrième point de ce bien-être des individus, c'est la participation des agents au choix de leurs outils techniques. Quand on choisit son environnement de travail, quand on choisit ses outils techniques, qui coûtent pas forcément plus cher que ceux que, l'administration a choisis, voire, sont gratuits même. Et à ce propos, on a réfléchi, avec, les collègues, à ce qu'on appelle les corporate hackers, les pirates de l'institution. Il y a des agents qui, sont parfois à la limite de la légalité pour, faire avancer leur service et n'hésitent pas à utiliser des méthodes complètement, innovantes ou des outils, en particulier informatiques, qui ne sont bien évidemment pas, préconisés par la hiérarchie. Bon, mais c'est un autre sujet. Donc, choisir, ses outils, c'est très important. Heu, L'avant-dernier point, et non des moindres, c'est la reconnaissance par, l'avancement, la progression de carrière et hem et les augmentations de salaire qui en découlent. Bien avec les lignes directrices de gestion, ça va être, un peu compliqué pour les syndicats de venir soutenir les agents et en gros, si j'ai bien compris, les collectivités vont, pouvoir, faire encore plus ce qu'elles veulent, pour, promouvoir, les uns ou les autres. Donc on n'est pas sorti de l'auberge et si, les collectivités sont bienveillantes, elles vont pouvoir se saisir de ces lignes directrices de gestion à l'inverse pour établir des critères, lisibles, des critères, qui favorisent l'équité, non pas l'égalité parce qu'on va prendre en compte justement les spécificités de chacun et pas forcément, des critères égalitaires, mais au moins l'équité. Et le dernier point, c'est la base, c'est, la lutte, contre les discriminations et les abus, la promotion d'une véritable égalité, hein, cette fois-ci, en droit en tout cas, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, bien sûr, et puis, promouvoir la diversité. C'est important de ne pas se refuser les, compétences des uns et des autres parce qu'ils, sont différents, parce que, la société pourrait les considérer trop jeunes ou trop âgés, parce qu'ils sont en situation de handicap, parce que, ils ont une origine, qui n'est pas la même que la nôtre, et cetera. Lutter contre les abus, ça veut dire aussi, bien sûr, prévenir les risques d'abus, le sexisme. On sait que, si une entreprise met en œuvre une politique de prévention, contre le sexisme, immédiatement les comportements, sexistes, diminuent dans l'entreprise et il en résulte évidemment immédiatement un, mieux vivre ensemble, c'est évident. On peut aussi parler de harcèlement sexuel, là aussi, la prévention, peut porter ses fruits, la prévention, contre ce harcèlement, moral, sexuel, qui peut être aussi institutionnel, hein, managérial. Parfois, ce sont les institutions elles-mêmes qui produisent du harcèlement sans que véritablement il y ait une personne X ou Y qui, soit un pervers narcissique qui va faire du mal, à un autre à une autre. Et enfin, le rôle d'un syndicat, c'est bien sûr, au-delà du soutien moral et de l'information, juridique, qu'il peut apporter, c'est d'accompagner les agents en difficulté, de les accompagner dans les recours, gracieux et contentieux, que ces agents, peuvent et doivent, le cas échéant, faire. Et nous, qu'est-ce qu'on peut apporter? On peut apporter, notre
notre recul, hein, parce que même si on a les compétences et qu'on est directement touché, on n'a pas le recul nécessaire pour se défendre, on n'a pas l'énergie aussi. Donc on a l'énergie du groupe, on a, la compétence, juridique, technique, managériale et l'appui, d'un cabinet d'avocats et d'avocats locaux que, les agents peuvent, choisir également. Et les collègues, donc qui font appel à nos services ont ce panel de possibilités pour, arriver à se défendre, heu, le mieux possible. Ce rêve qu'on a, hein, I've a dream, c'est, ces idées bien pensantes, un peu idéalistes, oui, nous, au syndicat, national des territoriaux, eh bien, on a voulu les partager avec vous par ce podcast et on a voulu aussi donc, vous faire connaître ces différentes, possibilités d'action, traduites, très concrètement par des collectivités qui sont en avance, par rapport, aux autres. Hem, voilà, certaines, ont été pionnières, et la fonction publique d'État n'est pas en reste, hein, d'ailleurs, puisque, par exemple en 2013, on avait, déjà une circulaire ministérielle qui prévoyait, de mettre en place ce qu'on a appelé la charte du temps, pour éviter justement les réunions trop tôt ou trop tard, les envois de mails, en masse, urgentissimes, à lire dans la seconde et cetera, ou après les horaires de travail. Et en matière de sexisme, c'est la préfecture de Paris qui nous a donné une leçon il y a quelques années en mettant en œuvre une vraie campagne, de lutte contre les comportements, sexistes et pour l'égalité. Voilà pour, tout ce que je voulais, vous raconter. Il y aurait encore bien d'autres choses à dire et bien évidemment, on est, au SNT à votre écoute et moi je vous remercie de votre écoute. À bientôt.